Bonjour et bienvenue dans la cour de l'hôtel de Jouéry au musée Fenaille. Donc, nous allons vous proposer une visite guidée de l'exposition temporaire Objets sacrés sur les trésors d'orfèvrerie du Rouergue médiéval. Donc, c'est pour nous une exposition qui a un caractère un petit peu particulier puisqu'elle fait écho à une première manifestation qui avait eu lieu dans ces murs en 1937, quelques mois avant l'inauguration du musée Fenaille. Bernard de Gaulle-et-Jacques avait réuni une vingtaine de pièces qui avaient été présentées dans le cadre d'un congrès archéologique et qui avaient été, si on peut dire, un peu pour la première fois révélées à un public choisi. Et voilà, plusieurs dizaines d'années après, on a fait le choix donc de rassembler à nouveau une sélection de pièces, une quarantaine exactement, sur un corpus qui comprend à peu près 100 objets protégés au titre des monuments historiques ou conservés dans les collections du musée Fenaille. Alors pour agrémenter cette visite guidée, on a fait le choix de mobiliser les différents commissaires qui ont été associés sur cette exposition, donc qui relèvent à la fois de la conservation régionale des monuments historiques, du musée Fenaille ou du service patrimoine de l'agglomération. Et vous allez avoir différents éclairages portés sur les collections. Et notamment, vous allez bénéficier d'une visite par Laurent Faux, qui est le conservateur des antiquités et objets d'art de l'Aveyron, qui va vous accompagner dans les différents espaces qu'on découvre parcourant l'exposition. L'exposition Objets sacrés, trésors d'orfèvrerie du Rouergue médiéval, rassemble une quarantaine d'objets provenant du département de l'Aveyron. Ce sont des objets d'orfèvrerie. Ils sont représentatifs d'une centaine d'objets qu'on a pu inventorier sur tout le département et qui montrent une richesse exceptionnelle pour le département donc de l'Aveyron. Cette richesse, on la doit d'une part à l'économie florissante de la fin du Moyen-Âge en Rouergue, et cette richesse va permettre d'acheter bon nombre de pièces d'orfèvrerie. Et ce grand nombre d'objets conservés est lié aussi au fait qu'ils ont été sauvegardés très souvent par les paroissiens, par la population, que ce soit pendant la guerre de 100 ans, que ce soit à la Révolution française. On voulait sauver la relique, c'est-à-dire l'objet vénéré, et non pas le reliquaire, qui était souvent en argent ou en argent doré, mais c'était avant tout pour des raisons religieuses. Et en sauvant la relique, le reliquaire a pu être conservé de façon exceptionnelle ici. Alors, cette première salle rassemble un certain nombre d'objets. On voit différents objets liés à la liturgie. Il faut savoir que l'orfèvrerie, bien sûr, n'est pas que religieuse, elle peut être également civile, mais tout ce qui est vaisselle d'argent, gobelets ou bijoux ont été systématiquement fondus pour des raisons pécuniaires, alors que, comme je le disais, ces objets sacrés ont été préservés. Donc c'est une vitrine où on voit différents types d'objets. On a la croix de procession, bien sûr, qui est un objet très important au Moyen-Âge, lié au reliquaire. Il y a également le calice ou la croix d'autel que l'on voit ici. Ce qui est intéressant dans cette vitrine, c'est de montrer aussi l'engouement à l'époque médiévale, à la fin du Moyen-Âge, que l'on a envers ce type d'objet. Et on s'aperçoit que toute paroisse ou toute congrégation veut avoir un calice, une croix ou une croix d'autel. Et suivant les moyens, le commanditaire va commander, comme vous le voyez ici, ou une croix en argent ou en argent doré. Et pour les communautés beaucoup plus modestes, eh bien, on va faire, les orfèvres vont s'adapter et vont faire des objets en cuivre qui sont bien sûr d'une plus petite valeur, mais qui du coup sont accessibles à toutes les personnes qui avaient un petit peu de sous. À côté des œuvres prestigieuses signées par les orfèvres, on a toute une production dans les églises aveyronnaises, mais aussi dans les autres départements, de productions plus modestes, souvent qui ont été faites en cuivre. Parfois, on a des traces d'argenture. Par exemple, ces exemples de reliquaires monstrances qui adoptent la forme d'une petite maison, voire d'une petite église, et couronnée par un clocheton. Pour l'instant, on en connaît 10 exemplaires et on pense qu'il y en a peut-être encore. Ce qui est intéressant, c'est que c'était destiné à des paroisses modestes
qui, elle aussi, voulait avoir un reliquaire, elle aussi recherchait à exposer des reliques de saints. Et ces petits objets sont constitués d'une bande de métal qui constitue la boîte, avec 2 petites portes, et le vocabulaire décoratif emprunte souvent à l'architecture de gothique finissante, avec notamment des décors de gables ou alors des couronnements en pinacle. Et c'est à la fois assez modeste, mais c'est aussi assez soigné. Ça permettait donc à ces communes d'avoir des petites œuvres d'art et de pouvoir exposer leurs reliques. On ne connaît pas, c'est des œuvres qui ne sont pas signées, qui n'ont pas de poinçon. Souvent, ces œuvres sont en cuivre et on pense qu'une grande partie proviennent de Limoges, où les cuivres limougeaux ont été il y a eu une abondante production, et on a repéré que dans les départements frontaliers du Limousin ou de l'Auvergne, on trouvait presque exactement le même type d'œuvre. La plupart des objets qui sont exposés sont protégés au titre des monuments historiques. Certains sont classés, d'autres sont inscrits. Ces protections monuments historiques sont une protection du ministère de la Culture, donc de l'État, et permet à l'État d'accompagner les propriétaires dans toutes les phases de la restauration et de la sécurisation, en donnant des autorisations, en conseillant sur les modalités de restauration et aussi en accordant des subventions. Depuis à peu près 5 ans, on a travaillé en amont avec les communes pour que la plupart des objets soient restaurés. Et en même temps qu'on surveillait les restaurations, on a aussi veillé à ce qu'un grand nombre d'objets puissent être exposés dans des conditions de bonne sécurisation, donc en général dans des vitrines. Nous allons commencer par la suite de façon chronologique. Donc on commence au XIIIe siècle. On a cette superbe croix de Najac. C'est une croix de procession filigranée, c'est-à-dire avec des fils d'argent doré qui courent sur les plaques d'argent. C'est une pièce tout à fait remarquable qui a été étudiée et qui, c'est une hypothèse, se ressemblerait beaucoup à des pièces d'orfèvrerie du fameux trésor de Saint-Marc à Venise, et donc pourrait être issue de cet atelier. Donc là, on se trouve devant la pièce majeure de l'exposition, qui est cette magnifique croix reliquaire de Najac, qui est une pièce exceptionnelle en rouergue. Donc elle présente un décor assez original, qui est un décor filigrané. Donc il faut imaginer que cette croix est en bois, donc une structure en bois. Et sur cette structure en bois, on a différentes plaques d'argent doré qui ont été rivetées. Et par-dessus, on a ce décor qui est positionné sur un cadre constitué d'un fil torsadé. Et sur ce cadre-là, on a ce décor ajouré, filigrané, qui reprend ces motifs de rinceaux avec une succession de granulations. Et ce décor de filigrane est constitué de fils d'argent torsadés, qui donnent la forme si particulière qu'on peut voir à la surface. Le tout est rythmé par différents cabochons qui sont montés en batte à la surface de l'objet. Au centre, on a un très beau cabochon qui est posé sur un paillon d'argent, donc qui devait donner à l'origine une lumière toute particulière, et puis 4 petites logettes à reliques qui sont aménagées à la surface, qui sont comme des petites boîtes où on a à l'intérieur des fragments de reliques de la vraie croix qui sont pour partie emmaillotés, et dans la partie basse, on peut voir donc 2 brindilles qui sont très visibles derrière une petite surface vitrée. Donc c'est une pièce qui pose question, sur lequel on a une documentation finalement assez tardive, et donc des questions se posent encore sur le commanditaire et aussi sur l'atelier de fabrication. Il y a 3 hypothèses. La première était d'en faire une croix qui pouvait provenir de la région de Limoges. Une autre, un peu plus récente, qui associe cette croix à une production qu'on peut trouver à Venise, notamment avec une pièce qui est dans le trésor de la basilique de Saint-Marc. Donc là, on a une provenance un peu plus exotique. Et puis une dernière, avancée par notre collègue Ariane Dor, qui a travaillé sur l'exposition, était de rapprocher cette pièce-là d'ateliers régionaux, notamment par rapport à d'autres pièces qu'on peut trouver dans le trésor de Grand-Selve conservé à Bouillac.
Au XIIIe siècle, ce qui est important, bien sûr, ce sont les ateliers de Limoges, avec ce fameux cuivre émaillé. On voit toute une série d'objets, que ce soit les pyxides ou les navettes, des petits objets, donc, ou des reliquaires de forme de bâtiments, de façon tectiforme, donc, qui sont présents en Rouergue. Donc nous nous retrouvons devant ces vitrines qui conservent plusieurs objets émaillés. Donc l'émail connaît un immense succès au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge notamment, et on est face à des productions qui viennent de la région de Limoges, typiques de l'œuvre de Limoges, et notamment plusieurs petits réceptacles, petites boîtes qui sont des pyxides, qui sont des réceptacles pour conserver des hosties, et qui sont caractéristiques de cette production très standardisée, et qui va connaître un immense succès, c'est-à-dire que ces boîtes vont être produites de façon presque de manière presque industrielle, et on va les retrouver dans toutes les paroisses, églises de la France et plus largement de l'Europe à cette époque-là. L'intérêt de l'émail, c'est finalement de pouvoir proposer des objets colorés, faciles à fabriquer, peu coûteux, puisque le principe est assez simple, c'est une structure en cuivre, si vous voulez, donc le cylindre comme la toiture est en cuivre, qui est évidée, et à l'intérieur de ces alvéoles, on va disposer de la poudre de verre qui, chauffée, va permettre de produire l'émail qui va donner tout l'éclat et la couleur de ces objets, qui ont à leur surface un décor assez caractéristique de ce qu'on trouve dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, avec ces différents médaillons qui peuvent être agrémentés soit d'astères, qui sont des étoiles à 8 branches, si vous voulez, ou de croix fleuronnées, comme on peut voir sur l'exemplaire qui est au-dessus. Donc, agrémenté de rinceaux, donc vraiment tout un vocabulaire très courant dans le goût des productions de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Alors parmi les pièces présentées de l'œuvre de Limoges, on a deux exemplaires intéressants. On a notamment cette très belle petite navette à encens qui a cette forme un petit peu singulière qui fait penser à une barque, si on peut dire. Donc une partie du couvercle est mobile, sur charnière, donc s'ouvre. Et à l'intérieur était conservé l'encens qui était utilisé pour les encensoirs. Donc on prélevait à l'aide d'une petite cuillère. Et on a donc sur le couvercle ce décor assez classique pour l'époque avec des médaillons qui figurent au centre un ange à mi-corps sortant d'une nuée. Et puis tout autour, plusieurs rangées de rinceaux stylisés qui animent la surface de l'objet. Et puis au fond de la vitrine, on a aussi une autre pièce intéressante qui est un fragment de reliquaire tourelle, si on peut dire, qui a la forme d'une tour avec sa toiture. On peut remarquer notamment au niveau de la toiture un décor d'écailles qui reproduit des ardoises mais positionnées, si on peut dire, à l'envers. Mais tout le tube en lui-même est ajouré d'un décor de rinceaux avec une applique où on a une représentation du Christ en croix. Donc ce type de décor végétal est assez atypique ou plutôt archaïque puisqu'on va retrouver généralement un décor beaucoup plus architecturé sur les reliquaires tourelles. Donc c'est une pièce qui est intéressante sûrement à la charnière entre deux périodes. Alors le culte des reliques occupe une place centrale dans la piété au Moyen-Âge et ces deux objets qu'on a dans cette vitrine l'illustrent parfaitement. Donc on est toujours dans cette production limousine et à l'image des autres objets qu'on a pour cette période et pour Limoges dans l'exposition, on a plutôt des objets, je dirais, assez courants, accessibles, qui ont été conservés. Donc là, on se retrouve devant la châsse reliquaire qui vient de Villecontal, de la chapelle de Servières. Donc c'est un objet assez typique, je dirais, dans sa forme et son décor par rapport à d'autres pièces qu'on peut trouver de la production de Limoges. Donc on parle notamment de reliquaires ou de chasse reliquaires à figure de poupée, puisque les personnages qui sont disposés sur la façade rivetée ont un petit peu cette forme de poupée. Donc on a un décor de cabochon, cette forme générale qui évoque celle d'un sarcophage ou d'un édifice à deux pans, avec une crête sommitale ajourée, avec des trous en forme d'entrée de serrure. Et la plupart de ces chasses reliquaires, donc bien sûr, ne permettent pas de voir les reliques à l'intérieur, et généralement, l'iconographie qui est à l'extérieur tend à évoquer les reliques qui sont conservées précieusement. Ici, c'est plus difficile, bien sûr, à dire avec ces petites figures très stylisées, mais ça montre que là, on est plutôt face à un objet produit plutôt de façon systématique, sans qu'il y ait vraiment une destination ou un saint qui soit associé à ce reliquaire.
Alors cette deuxième châsse reliquaire est intéressante parce qu'à la différence de la première, elle est constituée uniquement de plaques en cuivre, donc il n'y a pas d'âme en bois sur lesquelles seraient rivetées des plaques de cuivre. Et en plus, elle a la particularité de présenter des traces de réemploi. Donc à l'intérieur de la châsse, quand on l'ouvre, on voit les traces et les fragments, si on peut dire, d'une plaque funéraire qui est datée des années 1200, qui a été réemployée pour fabriquer cette châsse reliquaire. Donc ça témoigne à la fois, je dirais, de la ferveur et de tout le commerce qui se développe autour de ces réceptacles qui étaient très prisés et que toute paroisse cherchait à avoir pour conserver ces précieuses reliques. Au niveau du décor, on est sur quelque chose de relativement standardisé où on va retrouver ces médaillons avec ces anges à mi-corps, avec tout un système de rinceaux qui vient envelopper ces médaillons. Et puis on voit que sur le faîtage du reliquaire, on avait plusieurs petites pommettes qui venaient décorer le réceptacle. Et puis l'autre particularité de cet objet, c'est sa dénomination l'associe à Sainte-Madeleine. Et c'est vraisemblablement une dénomination qui est liée plutôt à l'édifice où à l'origine elle était conservée, qui était la petite église de la Madeleine, qui a été détruite au début du XIXe siècle, et il est fort probable qu'elle ait gardé, si on peut dire, cette dénomination, après qu'elle ait été conservée dans l'église Saint-Amand. Également, donc, au XIIIe siècle, c'est l'abbaye de Conques qui est bien sûr très présente. On voit ici le bras de Saint-Georges de Lodève, bras en argent, qui symbolise toute la puissance de l'abbaye de Conques, bien connue bien sûr pour son trésor d'époque romane, mais qui, on le sait moins, a été aussi très, très puissante à l'époque du bas Moyen-Âge. Et donc on voit ce bras qui est une âme de bois recouverte de plaques d'argent. Et lorsqu'on a fait une radiographie de ce bras, on a retrouvé donc un radius, c'est-à-dire une relique, un élément de bras. C'est ce qu'on appelle un reliquaire anthropomorphe, c'est-à-dire qu'on fait la forme de l'os qu'il détient. Donc ici, c'est un morceau de bras, on fait un bras. On a aussi les chefs reliquaires, où ce sont donc des crânes, et donc on va faire une tête en argent. Donc cette troisième pièce est consacrée à la procession. La procession est un acte liturgique très important à la fin du Moyen-Âge, qui prend beaucoup d'importance. Chaque village, dans les villes aussi, on fait une procession pour demander à Dieu de bonnes récoltes, par rapport bien sûr aux maladies comme la peste ou d'autres maladies contagieuses. Et donc chaque communauté va vouloir, avec le clergé, organiser cette procession qui a deux objets très importants. La croix de procession, on en voit une ici, on pourra la détailler plus tard plus en détail, croix d'argent donc sur âme de bois, qui ouvre le cortège, qui se voit sur les deux faces, tant pour les gens qui voient arriver la procession que pour les gens qui y participent. Et elle précède donc un reliquaire, donc comme ici avec ces bras reliquaires, comme on a vu pour Conques, donc, qui sont assez nombreux en Rouergue, de différentes formes suivant les époques. Donc là, on est devant une vitrine qui présente des bras reliquaires. Ces reliquaires sont appelés reliquaires morphologiques parce qu'en fait, ils donnent à voir le type d'ossement, la nature de l'ossement qu'ils protègent, qu'ils contiennent. Donc ici, des ossements de bras. Il existait différents types de reliquaires dits morphologiques qui donc imitent la forme du corps humain. On en connaît par exemple en forme de tête, ce qu'on appelle les chefs reliquaires à l'église Saint-Amand par exemple, à Rodez, mais qui ont été détruits à la Révolution et qui ont disparu. Les reliquaires en forme de bras, ils ont une importance particulière au Moyen-Âge parce que quelque part on leur prêtait des pouvoirs encore plus puissants, démultipliés par rapport à la relique dans une autre forme de reliquaire, puisque le bras était un instrument humain qui permettait de guérir. Les rois, qu'on appelait des rois thaumaturges par exemple, avaient un pouvoir guérisseur qui s'exerçait par la position des mains. C'était le cas également des saints, de certains évêques. Donc le fait de représenter le bras lui-même, qui était à l'origine d'une possible guérison miraculeuse,
donnait encore plus de valeur à ces objets qui contenaient effectivement les ossements des bras. Et ça frappait évidemment l'imaginaire des foules quand on les promenait en procession. Ces 3 bras datent pour 2 d'entre eux du XVIe siècle, et puis un d'entre eux est plus ancien. Ce qui est intéressant donc, sur le plus ancien, qui date du XIVe siècle, c'est qu'on voit des techniques de mise en œuvre assez différentes. Le bras le plus ancien, en fait, est constitué par une âme en bois sur laquelle on est venu plaquer puis clouer des plaques d'argent travaillées au préalable, aplaties, affinées, et qui ont pris la forme en fait de lame en bois qui est à l'intérieur. Ça se voit notamment au sommet des doigts où le bois apparaît, là où l'argent a disparu. Les 2 autres bras, eux, sont faits d'une manière tout à fait différente. On a déformé, à l'aide de différents types d'outils, les plaques d'argent pour leur donner une forme. Mais l'intérieur du bras est complètement creux. Donc ce sont des techniques avec des appellations différentes. Ici, on parle de repousser. On travaille la lame depuis l'intérieur vers l'extérieur pour lui donner ses grandes formes. Et après, depuis l'extérieur, on vient retravailler, par exemple, pour marquer la pliure des articulations des différents doigts ou les détails d'ornementation à l'extrémité des manches des vêtements. Voilà pour l'aspect un peu technique de fabrication de ces objets. Après, ce qui est très intéressant, c'est l'histoire que nous raconte le reliquaire du bras de Saint-Fleuret à Estaing. Et là, on aborde une dimension vraiment riche de sens, puisqu'on va quitter un petit peu l'objet en lui-même pour s'intéresser finalement à son contenu. Les reliquaires là qu'on a en présentation dans l'exposition sont finalement des contenants. Et c'est ce qu'ils abritent qui, aux yeux des contemporains de leur fabrication, était le plus précieux. Ce qu'ils abritent, ce sont évidemment les reliques. Alors pourquoi celui de Saint-Fleuret d'Estaing est particulièrement intéressant? Parce qu'il a fait l'objet d'une étude pluridisciplinaire où différentes sciences ont été croisées sur plusieurs années pour aboutir finalement à dater les reliques qu'il conserve. Ce bras, il n'est pas isolé dans l'église Saint-Fleuret à Estaing, il fait partie d'un ensemble avec des reliquaires du XIXe siècle, donc postérieurs à la Révolution. Et on sait qu'à la Révolution, on a un mouvement de destruction très important dans les églises, des bâtiments, des sculptures, des décors, mais aussi des reliquaires. À Estaing, l'histoire raconte qu'au moment de la Révolution, des paroissiens mirent à l'abri les reliques du saint au moment où les reliquaires ont été vandalisés. Donc les reliquaires sont détruits et des paroissiens mettent les ossements à l'abri. Ça, c'est ce que racontait l'histoire locale. Et cette histoire précisait aussi que les paroissiens avaient mis les ossements, les avaient cachés finalement dans un tonnelet de vin pour les mettre à l'abri et qu'on oublie leur existence et qu'on ne s'en prenne plus à eux. Il y a quelques années, donc, un groupe de chercheurs a décidé de travailler sur l'histoire de la commune d'Estaing en général, s'est penché sur l'histoire de l'église et puis sur l'étude des reliquaires que l'église abrite. Ils ont ouvert les reliquaires avec l'autorisation bien sûr du diocèse et de la paroisse et ont procédé à l'examen des ossements. Premier constat qui a été fait à l'examen de ces ossements, ils provenaient quasiment tous du même corps. Un homme de petite stature, dont l'étude des ossements du dos a permis de savoir qu'il souffrait d'une scoliose assez sévère, qu'il faisait moins d'1m60. On a établi qu'il était décédé avant la cinquantaine à peu près, donc on a commencé à récolter quelques informations sur la personne dont provenait l'immense majorité des ossements. Dans un second temps, on s'est intéressé à l'aspect des os, qui présentait une petite couche brunâtre, assez curieuse. Et on a commencé à faire le lien avec cette histoire légendaire qui disait qu'on avait protégé les os dans un baril de vin à la Révolution. Et là où les choses sont devenues véritablement très intéressantes, c'est quand on a procédé à une datation par carbone 14 des ossements, puisque la datation qui est tombée, en gros, c'était le 5e siècle. 5e siècle qui est la période à laquelle aurait vécu Saint-Fleuret d'Estaing. L'étude donc scientifique a permis de vérifier et de confirmer les données jusqu'ici en fait transcrites par la tradition orale. Et ça, c'est un cas extrêmement intéressant. Ce type d'étude reste très rare. Et puis surtout, au-delà du renseignement scientifique, finalement, ce que ça illustre surtout, c'est le caractère éminemment précieux de ces reliques pour les habitants, pour les paroissiens d'Estaing, sur une période très très longue finalement, qui dure tout le long du Moyen-Âge, puis de la période moderne, jusqu'après la Révolution. Et la vénération qu'on portait à ces reliques a permis en fait qu'elles parviennent jusqu'à nous.
Et c'est dire à quel point ces reliques étaient effectivement le bien le plus précieux aux yeux des pratiquants et aux yeux des croyants. Donc c'est une étude dont les conclusions sont multiples, à la fois effectivement sur le plan scientifique et sur le plan historique. Ou des reliquaires de type architecturé, c'est-à-dire qui ressemblent à des petites maisons, qui ont un vocabulaire lié à l'architecture, avec des pinacles, avec des galbes. On le voit ici sur ces deux reliquaires de la fin du Moyen-Âge, ou enfin sur des croix d'autel, mais qui sont aussi reliquaires, liées à la dévotion, où on voit ici cette superbe croix avec un œil au bout d'une chaînette que l'on appliquait sur les yeux pour guérir. Alors ce reliquaire monstrance est conservé dans la petite église de la Vinzelle, dans la commune de Grand-Vabre. C'est une œuvre qui est en argent doré, qui est très élégante, qui conserve un décor important, très soigné, notamment de très jolies petites roses en métal, dont les pétales sont en métal découpé. C'est assez rare et assez exceptionnel. Et sur le pied pédiculé, on a le poinçon de ville et le poinçon d'orfèvre. Donc Itou pour l'orfèvre, et pour la ville, c'est Carcassonne. Ça nous permet de dater l'œuvre de la première moitié du XVe siècle. Par contre, c'est la seule œuvre que l'on connaisse de cet orfèvre-là, et c'est la seule œuvre venant de Carcassonne qui est conservée actuellement dans le département. L'objet qui va prendre beaucoup d'importance à la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe jusqu'au début du XVIe siècle, est la croix de procession. C'est un objet qui va être très demandé par les communautés, et donc les orfèvres vont s'adapter à cette demande, les orfèvres Villefranchois ou Ruthénois, et vont créer un objet relativement standardisé. Le décor de cette croix de procession est assez normé, puisqu'à l'avers nous avons le Christ en croix. Au revers, le décor peut varier en étant ou la Vierge à l'enfant, ou Dieu le Père, ou l'agneau pascal. Le revers a son importance puisqu'il est vu par le cortège qui suit la croix en tête de cortège. Et une spécificité du rouergue est ce décor de boules ou de glands qui font le pourtour de la croix. Aux quatre extrémités par rapport à l'avers, on voit ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire les quatre évangélistes représentés par le taureau, l'aigle, l'homme ou le lion, ce sont les quatre évangélistes. Et ce qu'on peut voir en détail au niveau des plaques qui recouvrent les branches de la croix, c'est un décor de rinceaux, c'est-à-dire de feuilles d'acanthe qui court sur une tige écotée, c'est-à-dire dont les tiges ont été coupées, et qui est propre à l'orfèvre Pierre Fraîcheru. On voit également, ce qui est assez rare, mais sur l'exemplaire de Saint-Salvador, c'est très net à l'avers, 4 pierres semi-précieuses sur les branches latérales de la croix. Nous arrivons dans une salle où nous avons 2 trésors. 2 petits trésors liturgiques. Le premier, le voici, ce sont les éléments reliquaires, calice et croix de procession de Flagnac au bord du Lot, qui est un prieuré de Conques, de l'abbaye de Conques. Ce n'est pas un hasard si on voit cette richesse. Aujourd'hui, ce bourg qui se situe au nord de Cazeville avait une importance certaine au Moyen-Âge, notamment sur le chemin de Saint-Jacques et pour franchir le Lot. Nous voyons donc ces superbes reliquaires, notamment celui-ci où on voit les anges qui supportent le tube horizontal et où se trouvait au-dessus dans le cercle l'hostie. Un des premiers ostensoirs du Moyen-Âge. L'ostensoir va se développer indépendamment plus tard à l'époque moderne et surtout au XIXe siècle. Mais voici une pièce remarquable qui montre le statut de ce prieuré de Conques. Autre trésor important lié à l'Aveyron, c'est celui de Sallecurant. Le voici, ce sont de
superbe pièce faite par des orfèvres de renommée. Il est dépendant de l'évêque de Rhodes, puisque Salcuran était la résidence d'été de l'évêque de Rhodes. Malheureusement, la cathédrale ici à Rhodes avait un superbe trésor qui a été pillé lors de la Révolution française. Les villes ont payé un lourd tribut à ces pillages à cette époque-là. En revanche, le bourg de Salcuran a pu conserver ce superbe trésor. Et on voit donc ici les deux puissances religieuses ecclésiastiques de ce Rouergue, c'est-à-dire l'abbaye, à travers celle de Conques, et l'évêque. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir commandé des reliquaires ou des pièces d'orfèvrerie. Chaque communauté, avec les moyens qu'elle a au niveau financier, va pouvoir en commander. Donc là, nous nous trouvons devant des objets qui proviennent de l'église de Flagnac. Flagnac, c'est un prieuré dépendant de Sainte-Foy de Conques, et dans lequel donc, on trouve plusieurs objets précieux réunis dans ce qu'on appelle le trésor. Le trésor, c'est cet endroit dans une église où on mettait à l'abri les objets d'orfèvrerie, mais pas seulement, les objets liés à l'exercice du culte en général, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, tous ces objets sont liés évidemment à l'exercice du culte. À Flagnac, donc ici nous présentons une croix de procession, un calice, et puis un objet particulièrement intéressant, parce que plus rare en fait, qui est ce reliquaire qui cumule les fonctions de reliquaire et d'ostensoir. Ça, c'est quelque chose qui apparaît au XIVe siècle à peu près, plutôt dans l'ère géographique de la production de l'œuvre de Limoges, donc avec des objets en cuivre dans un premier temps, et puis qui se répand dans le midi de la France et dont on a plusieurs exemples dans le Rouergue. Cet objet, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a au-dessus du pied une partie horizontale pour montrer les reliques du saint qu'il abrite. Donc c'est ce qu'on appelle un reliquaire monstrance. Et au-dessus, une lunule, un espace circulaire dans lequel on va donner à voir l'hostie consacrée. Au même titre qu'on a de plus en plus besoin de voir les reliques et que la vue est un sens qui prend une importance considérable à partir du XIVe, XVe siècle, on a besoin de voir quelque chose qui nous renvoie au corps du Christ. Or évidemment, il n'existe pas de relique du Christ. Donc à partir du XIIIe, XIVe siècle, c'est l'hostie consacrée qui elle-même devient le corps du Christ au moment de l'Eucharistie, qui va remplir ce rôle presque de relique du Christ et qui va être placé dans ces objets, dans ces reliquaires, au-dessus des reliques du saint pour être adoré simultanément. Donc cet objet est un des 4 de ce type qui est conservé dans le Rouergue. Et dans l'exposition, on en montre un deuxième qui provient de Salcuran. On va aller voir directement le trésor de Salcuran. Alors nous nous trouvons là devant les éléments d'un autre trésor. Après celui de Flagnac, là, ce sont des objets qui proviennent de l'église de Salcuran. Une église de première importance dans le diocèse, puisqu'en fait, Salcuran, c'est le lieu de résidence d'été des évêques de Rodez. Et là, on a des éléments dont certains ont été commandés par l'évêque Guillaume de la Tour d'Oliergue, évêque de Rodez au milieu du XVe siècle. Il avait fait reconstruire le château et l'église de Salcuran et commandé pour cette église de Salcuran quelques-uns de ces objets précieux. L'église elle-même est intéressante parce qu'en fait, on a pu identifier dans l'église l'endroit du trésor, c'est-à-dire l'armoire murale avec une porte munie de 3 verrous dans laquelle on allait enfermer et mettre à l'abri ces objets. Parmi ces objets, donc, on reconnaît un reliquaire ostensoir comme celui qu'on a pu décrire et observer à Flagnac, un reliquaire vertical, mais la plus belle pièce, c'est certainement cette croix d'autel, dont on est sûr qu'elle provient d'une commande de Guillaume de la Tour d'Oliergue, puisque sur le pied, sur un des lobes, on a les armoiries de l'évêque qui sont frappées et qui permettent de l'identifier. Ce qui est particulièrement beau sur cette croix, c'est la qualité plastique de la sculpture. Les 3 personnages, le Christ, la Vierge et Saint Jean, malgré leur petite taille, présentent à la fois des drapés très souples et puis des physionomies qui, même si elles sont traitées sommairement, nous permettent de comprendre la scène et même d'approcher les émotions que peuvent ressentir les protagonistes. La Vierge qui est éplorée, et ce mouvement est traduit dans l'ensemble de son corps par sa torsion, tourne la tête, détourne son regard de son fils supplicié,
Et Saint Jean, lui, de son côté, au contraire, est dans une attitude d'ouverture, avec une main levée, il tient son évangile et s'apprête à remplir sa mission d'apôtre, qui est de répandre la parole du Christ. Enfin, évidemment, la figure du Christ est particulièrement remarquable, avec un visage douloureux, émacié, mais une douleur quand même presque contenue, sereine. Et ce Christ, il est remarquable sur cette croix parce que c'est lui qui donne ses dimensions à la croix. Contrairement aux autres croix de procession qu'on peut voir dans cette exposition, où la figure du Christ est en applique sur une croix qui est prééminente, ici, la longueur des bras de la croix est conditionnée par celle des bras du Christ. Et la longueur de la hampe ne dépasse guère, en fait, finalement, la hauteur de son corps. Donc c'est bien le Christ qui prend la première importance dans cette représentation de la crucifixion de Salcurant. Cette pièce est consacrée à travers toutes ces superbes pièces d'orfèvrerie aux orfèvres. Nous avons la chance d'avoir des poinçons à partir du XIVe siècle et ces poinçons-là nous renseignent énormément. Ces poinçons sont de deux types, ou poinçons de maître, c'est-à-dire la signature de l'orfèvre, et le deuxième, c'est le centre production, poinçon de ville, donc, où ça peut être Rodez, Villefranche-de-Rouergue, qui sont les deux centres, ou parfois, ce qui est assez rare, à l'extérieur de la province, comme Montpellier ou Toulouse. Ces poinçons étaient là pour surveiller les orfèvres, puisqu'ils maniaient un métal précieux, et donc il fallait que les gardes puissent contrôler qu'il n'y ait pas de fraude. Et donc on a pu recenser, notamment Bernard de Gaulle-Jacques dans les années 30, on a pu recenser un certain nombre d'orfèvres tout à fait réputés, qui sont pour l'essentiel ou de la ville de Rodez ou de celle de Villefranche-de-Rouergue. Ici, nous avons une pièce absolument magistrale qui est la statue de Sainte-Foy, qui vient bien sûr de l'abbaye de Conques, en argent et argent doré. Elle est faite par Pierre Frécherieux, qui est un orfèvre villefranchois connu, que l'on connaît grâce à plusieurs textes, et qui montre l'aspect artistique, puisque là nous avons affaire à une véritable sculpture, où on voit très bien notamment ce qu'on appelle le surco, c'est-à-dire le manteau de la Sainte, qui crée une sinusoïdale, qui évite le côté hiératique de la statue, c'est-à-dire être trop raide, et qui joue aussi avec les contrastes, puisque le revers du manteau est en argent, et l'intérieur est doré, et qui plus est un petit peu piqueté, ce qui donne bien sûr une opposition qui est très esthétique. Et dernier point, ce visage de jeune fille, puisque Sainte-Foy avait 12 ans lorsqu'elle est martyrisée, avec les armes du martyr, le glaive et le gril, on voit dans ce visage la sculpture des années 1500 que l'on retrouve ici à Rodez, par exemple à la cathédrale avec l'Annonciation dite d'Ignières ou d'autres retables, et on voit très bien la proximité qu'il y a entre orfèvre et sculpteur, c'est-à-dire entre argentier, comme on disait, et non pas orfèvre, et lapidaire, et on voit très bien une veine artistique sur ce type de sculpture en 3 dimensions. Il existe d'autres orfèvres, notamment à Rodez, qui permettent d'être identifiés, comme je disais, grâce aux poinçons. Ici, l'orfèvre Hôte, H-O-T, qui a fait cette superbe croix qui vient de l'église de Trébosque, commune de Montrosier, où on retrouve donc les matrices de ces décors de rinceaux végétaux, que parfois les orfèvres s'échangent entre eux. Les rues, l'actuelle rue du Toit à Rodez faisait partie, abritait ces orfèvres qui avaient parfois pignon sur rue. Un autre objet intéressant, c'est celui qui vient de Recoules-Prévencaire, cette superbe petite croix d'autel, et qui est une exception puisque on n'a pas le nom de l'orfèvre, mais le nom de la ville où elle a été produite, Montpellier. Je dis que c'est une exception parce que la plupart du temps, les objets du Rouergue ont été faits en Rouergue, dans les ateliers Villefranchois et Ruthénois.
Enfin, pour finir, une vitrine en hommage à Bernard de Gauléjac, qui a été le pionnier de l'orfèvrerie en Rouergue, qui a fait une publication qui a servi de référence sur le plan national pendant très longtemps, et à qui on doit énormément à l'étude de l'orfèvrerie en Rouergue.